La politique dans le grand journal avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre comme chaque lundi. Je précise que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Emmanuel Macron recevait en fin de matinée à l'Elysée le Premier ministre du Canada, Mark Carney. Les deux États réclament, selon les mots du président français, une paix solide et durable, assortie des garanties robustes qui prémuniront l'Ukraine contre toute nouvelle agression russe. Une crise internationale dont la gestion profite à Emmanuel Macron. Selon un sondage Ipsos pour la Tribune dimanche, publié ce week-end, le chef de l'État gagne 5 points à 27% d'opinion favorable. Tandis que François Bayrou recule de 2 points. Alexis, comment l'expliquez-vous? Est-ce qu'on peut parler d'un effet drapeau? C'est le fameux effet drapeau. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'aller dans le sens de certaines explications que nous avions entendues, notamment depuis la fameuse une du journal du dimanche, qui est un très bon titre, mais qui avait suggéré qu'Emmanuel Macron surjouait et faisait peur aux Français et surjouait cette menace russe en la qualifiant d'existentielle, c'est-à-dire en sous-entendant... Ce qu'avait contesté officiellement l'Élysée dans la foulée. Alors il ne s'agit pas de cela, il s'agit simplement des effets, si j'ose dire, secondaires bénéfiques d'une situation qui est par ailleurs une situation de crise internationale autour de l'agressivité grandissante d'un Vladimir Poutine qui se sent pousser des ailes depuis qu'il a le soutien, et c'est un soutien en béton, vous l'avez vu, de l'ensemble de la Maison-Blanche, de la présidence américaine et de l'entourage immédiat du président, et notamment de J.D. Vance. Donc effectivement, la conséquence, c'est quoi? Si on fait de la mécanique des forces, c'est qu'au cœur de l'Europe, en quelque sorte, il y a un ventre mou. Et ce ventre mou, c'est Emmanuel Macron, avec son volontarisme politique, on peut le critiquer, mais qui souhaite le remplir. Et d'ailleurs, du côté de l'Élysée, qu'est-ce qu'on dit? On évoque un mot feutré, mais on évoque une séquence clémenciste en faisant référence au Georges Clémenceau. Alors, je pense pas être pour déplaire à Manuel Valls. Probablement, vous avez raison. Sur ce plan-là, il y a des convergences. Et sur ce plan-là, j'ai été frappé, puisque vous parlez du ministre d'État en charge des Outre-mer, du fait que, concernant Zelensky, il lui a apporté un soutien absolument sans embâche au micro d'Hippolyte de Malherbe l'autre jour sur BFM TV. Et il a surtout ciblé ceux des responsables publics. Là, en l'occurrence, il était questionné sur François Fillon, mais ça va bien au-delà. Une longue interview à Valeurs Actuelles. Voilà, et donc il a été interrogé sur cet entretien donné par son prédécesseur, l'ex-premier ministre François Fillon. Très critique de Volodymyr Zelensky. Voilà, et donc effectivement, Manuel Valls, alors là, pour le coup, raccord avec le président de la République, sur ce plan-là, ils ont des convergences absolument évidentes, à cibler ceux qui sont aujourd'hui fascinés par la puissance et par la violence. Suivez mon regard, ça concerne en fait tous les Trumpistes, tous les poutiniens français, et c'est souvent d'ailleurs la même chose, aujourd'hui être Trumpiste, être poutinien. Voilà, donc pour vous répondre. Alors, ces cotes de popularité en hausse, effectivement, c'est l'effet drapeau. Maintenant, cela, c'est vrai, quand on regarde les chiffres, reste fragile, mais il y a un élément qui est nouveau, et je voulais vous le dire très rapidement. Je l'avais étudié dès vendredi, vous voyez, 11 points de plus au sein des sympathisants de LR. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'ils reconstituent une partie... Ils sont plutôt légitimistes, historiquement. Vous avez absolument raison. C'est pas une performance, je suis d'accord. 5 points auprès de RN. Alors ça veut dire que le discours de Jordan Bardella, qui est plus, on va dire, pro-Ukraine que le discours du reste du parti, correspond aussi, pas aussi paradoxal que cela paraisse, une partie du segment électoral du Rassemblement national. Il ne faut pas croire que parce que vous élisez le Rassemblement national, vous êtes ipso facto pour Poutine. Ce serait absurde. Ils l'ont compris. 6 points de plus au sein de l'électorat LFI. Là aussi, attention aux caricatures. Jean-Luc Mélenchon a des positions personnelles plus que questionnables sur ce terrain-là, mais tous les électeurs de LFI ne sont pas poutiniens. Vous voyez, attention aux généralistes. Et plus 9 points, alors là, ça lui tient évidemment à cœur, vous savez pourquoi, plus 9 points auprès des sympathisants du Parti socialiste. Donc vous avez, de ce point de vue-là, sur le plan qui nous intéresse, c'est-à-dire le Trumpisme, une convergence objective entre les analyses géopolitiques de la Macronie, on va parler de Benjamin Haddad dans un instant au sujet du couple franco-allemand, et le Parti socialiste. Alexis, pour terminer sur ce point, comment expliquer que Emmanuel Macron gagne donc 5 points, mais que François Bayrou recule? Alors, l'explication est très simple. C'est pas lui qui est en cause, c'est qu'on est revenu à une diarchie classique depuis la nomination de François Bayrou. Le président de la République, on l'avait analysé, s'ingère moins dans les affaires courantes du pays. Donc, qui prend l'électricité sociale du mécontentement?
Le Premier ministre, c'est ce que voulait... Notamment sur ses déclarations sur la retraite à 62 ans qui lui paraît voilà, surtout, inenvisageable désormais. C'est ce que voulait la 5e selon Michel Debré, d'ailleurs, hein, quand il a écrit là. C'est-à-dire le Premier ministre gère les affaires courantes, c'est un superintendant de la République, si vous voulez. Et le président, lui, fixe des stratégies internationales. Même si François Bayrou s'est exprimé notamment sur les tensions avec l'Algérie. Bien sûr, mais grosso modo, on est revenu à cela. Voyez, et donc il est assez logique, et ça ne veut pas dire qu'il est désavoué par les Français, mais il est assez logique que ce soit lui qui prenne prioritairement la foudre du mécontentement, et je ne le redirai jamais assez, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais Premier ministre, voyez. Alexis, on peut remarquer que ce n'est pas la première fois que l'opinion publique considère depuis 2017 que le président Macron gère bien les crises. On peut penser notamment c'est-à-dire que si vous voulez, Covid. On a affaire, vous avez absolument raison, il en fête les 5 ans là, du confinement, je ne sais pas si ça valait une fête, mais bon, peu importe. Mais si vous voulez, effectivement... Le temps des tempêtes, comme l'écrivait Nicolas Sarkozy. C'était le temps des tempêtes de son ex-ami Nicolas Sarkozy. Mais vous avez raison, comme beaucoup de présidents de la République, on l'a vu d'ailleurs antérieurement, François Hollande, quand il était question du Mali, de l'opération Barkhane, etc., à Tombouctou, etc., il y a une geste... Oui, l'attentat terroriste de 2015. Voilà, il y a une geste internationale de la présidence de la République en France, et notamment sous la 5e, qui rehausse, qui magnifie en quelque sorte le pouvoir du président, et qui, au passage, puisque c'était un peu ce que vous disiez, le présente subliminalement, ou pas subliminalement du tout, comme le protecteur de la nation. Le président, dans l'inconscient collectif, ça existe les inconscients collectifs, hein, au sens psychanalytique du terme, c'est le père ou le grand-père de la nation, ou un peu les deux, si vous voulez. Et donc effectivement, dans ces moments-là, il apparaît comme une figure à la fois d'identification et de réassurance. Je me mets à parler comme un psychanalyste. Emmanuel Macron qui peut compter face à la Russie et à Trump sur Berlin, et le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz qui veut lancer un plan d'investissement massif, notamment pour augmenter les dépenses de défense et capacités de défense du pays. Un plan qui sera d'ailleurs étudié demain par le Bundestag, le Parlement allemand. C'est un nouveau virage. Lune de miel. Alors, lune de miel, c'est expression journalistique. Je me méfie de tout ce qui est journalistique. Lune de miel, je n'irai pas jusque-là. Je ne dirais pas que c'est une idylle, une histoire d'amour, une bromance, tout ce que vous voulez. Mais restons sur un paradigme politique. Il y a des désaccords. Friedrich Merz est plus libéral qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un social-libéral. Merz est un vrai libéral, comme l'était d'ailleurs Angela Merkel d'une certaine manière, même s'il y a des divergences. Sur les accords de libre-échange, il n'y a pas encore d'idylle entre Paris et Berlin. En revanche, ils ont un ennemi commun. Or, quel est le ciment historique ? Il faut quand même revenir à des choses simples. Quel était le ciment historique de ce qu'on a appelé le moteur, mais surtout le couple ? Alors là, pour le coup, on est dans le registre des sentiments. Ehepaar, das Ehepaar en allemand, le couple franco-allemand. Eh bien, c'était l'évidence. C'était une évidence. C'était la nécessité de fortifier une Europe qui à l'époque n'était pas puissance, face aux menaces internationales. Et je vous le rappelle, enfin vous savez ça par cœur, jusqu'en 89, quelle est la menace principale pour les grandes démocraties européennes? C'est la menace du communisme soviétique. Et donc effectivement, après, la mélancolie démocratique qui s'est installée, c'est Pascal Bruckner qui a fait un essai un peu prémonitoire à cette époque-là, a fait que progressivement, sous l'influence des discours souverainistes aussi, mais sous l'influence de à quoi bon, beaucoup de gens, en Allemagne comme en France, se sont désinvestis charnellement de ce couple. Poutine ressoude en quelque sorte les énergies amoureuses entre nos deux capitales. C'est pas moi qui le dis, c'est Benjamin Haddad, notre ami, le ministre en charge de l'Europe. Il y a chez Merz et dans son entourage le réflexe franco-allemand. Ils ont tout pour s'entendre sur un plan personnel. Ils viennent du business, du privé, de la banque. Ils ont des passions communes, notamment pour ce grand artiste allemand Anselm Kiefer qui vit dans les Yvelines. Et puis, il y a des convergences aussi objectives. Merz est un atlantiste assumé, mais c'est même aussi... Même s'il a eu des mots assez forts vis-à-vis de Donald Trump ces derniers jours. Alors justement, au nom de son atlantisme, il se permet d'autant plus de condamner ceux qui, aux États-Unis, sous le parapluie du Trumpisme, sont en train de trahir cette communauté de destin transatlantique qui s'est si longtemps attachée au nom d'atlantisme. Je ne vous fais pas un dessin. Aaron, par exemple, c'était un européiste et un atlantiste. Il aimait cette communauté de destin. Comment ce rapprochement peut se concrétiser, Alexis, pour terminer ? Alors, vous avez absolument raison. Il faut mettre, si vous voulez, au-delà des mots, il faut mettre des choses, en quelque sorte, sous le parapluie de ces retrouvailles. Merz va devoir surmonter l'allergie allemande à la dette. On sait que la dette française énerve les Allemands et ça ne date pas d'hier. Et pour la France, à court d'argent, si on veut investir davantage dans les budgets de défense, puisque ça c'est un objectif commun
qu'ils ont définies, le président de la République française, le nouveau chancelier allemand. Il va falloir pour la France trouver une voie pour atteindre un objectif de dépenses en matière de défense et d'armement de plus de 3% du PIB. Ça ne va pas être évidemment chose facile. Et c'est pourquoi notre pays, Paris, a proposé des emprunts communs au niveau européen comme une solution possible. Pour l'instant, l'Allemagne n'a pas dit un « ya » sans hésitation, n'a pas dit un « yes » sans hésitation. L'Allemagne hésite. Mais vous voyez bien que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est la reprise du dialogue, et d'un dialogue dont on peut penser que dans les semaines et les mois qui viennent, il sera de plus en plus intense, et probablement aussi, en raison des backgrounds que je vous ai résumés des deux personnages, de plus en plus amical. On n'en est pas encore à Kohl-Mitterrand, mais on y est presque. Merci beaucoup Alexis Lacroix, très bon après-midi et à demain.